Bonsoir à toutes et à tous, ça y est, on est au bout de cette série de vidéos, puisque ce soir, je vais m'entretenir avec Nino Cousteau, président Humanisa 21. Il va nous parler de l'aventure un peu particulière de cette promotion Humanisa 21, puisque cette fois-ci, nous allons réaliser non pas un, mais deux projets solidaires. Le premier va être réalisé à Nosy-Be. Humanisa 21 a conçu et va financer un centre de formation professionnelle, tandis qu'en France, notre deuxième projet solidaire consiste à construire 5 logements en bois qui vont être destinés à des sans-abri de la côte basque. Nino, comment tu vas ? Salut Étienne, écoute ça va, un petit peu fatigué, ça commence à tirer après quelques mois mais franchement ça va. Bon, tant mieux. Explique-nous, ce soir on est dans un lieu un peu particulier. Ouais. Contrairement aux autres interviews qu'on a pu réaliser cette année, on n'est pas en Skype, on est ensemble. Explique-nous alors, qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Où est-ce qu'on est ? Écoute, on est à Mouguer, dans le centre de Fret, dans un hangar prêté par le comité d'agglomération du Pays Basque, dans le cadre donc, du projet Aterbea, comme tu l'as bien présenté, qui consiste en la conception et la construction de modules de logement d'urgence pour son domicile fixe. C'est un peu une situation particulière, je veux dire, les autres années, toute la promotion était partie à l'étranger pour effectuer son projet solidaire. Cette année, on reste ici. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce projet ? Qu'est-ce qui nous a contraint cette année ? Enfin, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux cette année, mais histoire de recontextualiser la chose, voilà. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? Pour plusieurs choses. Tout d'abord, pour une raison qu'on ne peut pas contrôler, c'est la crise sanitaire de la Covid. C'est la situation avec laquelle on se bat depuis le début d'Humanisa, depuis sa création. On est là pour la simple et bonne raison dans un premier temps, qu'on n'a pas pu partir à l'international, donc à Madagascar, pour construire le centre de formation professionnelle au métier de la mécanique, de la menuiserie et du tissu. Mais on est là aussi et surtout parce qu'on a conservé cette envie de faire un projet humanitaire, de faire un projet solidaire et de mettre à profit vraiment toute notre énergie et notre solidarité dans un projet comme ça. Donc aujourd'hui, on en est là, on a réussi, après plusieurs mois de travail, de réflexion, d'adaptation, à arriver à un projet aussi complet et aussi beau que celui-là. Et je pense que c'est cette envie d'aller de l'avant, de s'adapter et de bien faire qui nous a poussé aujourd'hui à en être là où on est. Les choses n'étaient déjà pas assez compliquées comme ça. On a décidé de se lancer vraiment sur 2 projets en parallèle. Celui-ci qu'on réalise nous-mêmes de nos propres mains et le chantier à Madagascar va être effectué par des entreprises de construction locales, mais ça nécessite quand même toute notre attention cette année puisqu'on a mis en place un système de suivi de chantier à distance. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, comment est-ce que tout ça s'est organisé ? Comment ça s'est organisé, ça commence à devenir une longue histoire, même si on a l'impression que c'était hier. On a senti les prémices de ce suivi de chantier à distance relativement tôt. Donc on a été plus ou moins confronté à cette situation-là et à devoir la monter de toutes pièces assez tôt. Donc nous, dès le mois de novembre, donc Humanisa 21, on a commencé à penser à la situation exceptionnelle dans laquelle on ne pourrait pas aller à Madagascar. Et là, on a pu se confronter à nos pensées, à nos réflexions, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, qu'est-ce qui nous pousse à faire le projet de Madagascar. Et on s'est dit qu'on avait quand même envie de le faire, ce projet. Même si on ne pouvait pas y aller, on n'était vraiment pas sûr d'avoir le droit à l'université dans un premier temps, d'avoir les autorisations gouvernementales pour sortir hors de France, et d'avoir tout simplement des vols depuis la France vers Madagascar pour assurer ce projet-là. Donc assez tôt, on a commencé à imaginer en fait cette situation-là et à en parler avec l'association partenaire, donc l'association Imanga, et les principaux intervenants donc, de Madagascar. Et c'est au mois de décembre, le 10 décembre pour être précis, qu'on a eu donc la confirmation de ce qu'on redoutait depuis plusieurs semaines, c'est qu'on ne pouvait pas partir donc à Madagascar pour réaliser le projet. Et à partir de là, on a tout de suite déclenché ce qu'on avait en tête, c'est d'arriver quand même à mener ce projet à bout. Donc comment on a fait ça ? On s'est dit qu'on voulait le financer, qu'on voulait finir de le concevoir. Il nous restait 2 mois et demi de conception à peu près. On voulait aller jusqu'au bout de cette tâche et on voulait aller encore plus loin. On voulait réussir à financer ce projet-là et à piloter les travaux à distance. Donc ça fait très peur au début parce que c'est un milieu inconnu que Humanisa ne connaît pas depuis sa création, depuis 2005, si ce n'est la petite expérience quand même de nos prédécesseurs Humanisa 20 au travers donc leur péripéties et leur projet en Tanzanie, qui ont eu, donc pour rappel, comme l'a dit Léa, la chance de pouvoir partir 3 semaines avant d'être rapatriés. Et donc on n'avait que cette petite expérience-là, donc de fin de travaux, de fin de projet pour Humanisa 20, qui eux aussi donc, ont fait finir les travaux à distance. On n'avait que cette petite expérience-là pour se dire que c'était possible.
et on l'a saisi à pleine main. On l'a saisi avec toute notre énergie et on s'est dit qu'on allait s'y prendre un peu plus tôt, donc dès le mois de décembre, et qu'on allait tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc c'est un petit peu long. Ouais. Mais pour te répondre comment ça s'est fait, on a commencé à définir vraiment les axes majeurs du processus, donc à savoir le rôle des différents intervenants, quels étaient leurs engagements mutuels, donc entre Humanisa 21, l'association partenaire Imanga et donc le maître d'ouvrage, donc le ministère de l'éducation malgache de Nosy-Be. On a dans un premier temps donc vraiment discuté autour des responsabilités des engagements et ensuite un peu plus pragmatique, un peu plus réaliste sur le processus réel qui sera mis en place pendant les travaux. Donc comment on allait gérer l'enveloppe budgétaire, comment on allait être sûr que le planning serait respecté, comment on allait être sûr que la qualité serait aussi présente pour être conforme à l'énorme travail de la conception pendant plusieurs mois. Et petit à petit, comme ça, on a réussi à donc établir des contrats, donc des différents contrats qu'on n'avait jamais fait, qu'on a écrits avec l'aide de différents amis, de différents professionnels du juridique. On a pu écrire des contrats avec l'association partenaire, avec les différents intervenants, et on a pu définir petit à petit les modalités de suivi. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Donc on a donc l'association partenaire et Humanisa 21 qui sont les deux qui fédèrent autour de ce projet-là. On a Humanisa 21, une référente sur site, donc Sandra Goetz, la fille de Madame la députée de Madagascar, qui est en fait notre bouche, nos yeux et nos oreilles sur site pour être le relais d'Humanisa vraiment pendant toute la période des travaux. Et pour réaliser les travaux, on a fait appel à du coup l'association partenaire Imanga par le biais de leur réseau local avec un entrepreneur, donc Benjamina Andri Mpanieri, qui vient tout droit de Tana avec trois équipiers à lui pour réaliser une partie des travaux en collaboration avec un autre entrepreneur local, donc Saphir, qui lui a réussi à rassembler une quinzaine d'ouvriers pour réaliser les travaux aussi. Impeccable. Parfait. Pour prendre un peu plus de recul sur cette année Humanisa 21 et tout le travail qu'on a fourni, hormis le fait qu'on ait dû annuler notre départ à Nosy-Be, qu'est-ce qui a été le plus compliqué selon toi? Qu'est-ce qui nous a posé le plus de problèmes cette année? Ce qui nous a posé le plus de problèmes, c'est directement lié à la Covid. On avait la chance d'avoir suffisamment de retours sur les anciens Humanisa, sur les anciens projets, pour s'approprier vraiment le côté technique, le côté un peu plus classique d'un projet Humanisa, avec toute la conception, la levée de financement, la logistique qui était en place. Tout ça, j'ai envie de dire, on aurait pu le réaliser sans trop de difficultés. Mais ce qui nous a vraiment fait du mal cette année, c'est l'incertitude dans laquelle on évoluait. C'était la crise sanitaire, avec des autorisations, avec des conditions, avec des contraintes gouvernementales qui changeaient sans cesse, sans avoir vraiment une ligne directrice nette sur ce qu'allait être le projet. Donc on a essayé quand même d'anticiper ce qu'on ne peut pas anticiper, en essayant de prendre le plus de précautions possible, de prévoir des voies de sortie, de prévoir des solutions à n'importe quel problème auquel on aurait dû faire face. Mais c'est cette incertitude-là, le fait d'avancer à l'aveugle, de tâtonner, d'être dans le brouillard, de ne pas savoir si on aurait le droit de partir jusqu'au dernier moment. Donc là, jusqu'au mois de décembre, on a eu quand même le coup près qui est tombé et qui nous a un petit peu recentré sur le projet sur lequel on travaille aujourd'hui, sur le projet ATRBA. Donc c'est cette incertitude-là qui nous a fait le plus de mal. Mais au final, on a plutôt bien géré puisqu'aujourd'hui, on se retrouve avec 2 projets solidaires. Et c'est important de dire qu'on est quand même pas peu fiers. Je veux dire, sans vouloir se jeter des fleurs, on est tous très fiers de ce qu'on a réussi à faire cette année malgré toutes les incertitudes. Et selon toi, personnellement, je veux dire, les moments qui t'ont le plus marqué cette année, ce seraient lesquels? Selon moi, donc ressenti personnellement. Ouais, juste personnellement, là. Ouais. Donc déjà, rien que d'être là aujourd'hui. Voilà, quand on regarde autour de nous, vous le verrez à travers les différentes publications qu'on fera sur les réseaux sociaux, mais de voir ça, de voir les 56 membres de la promotion travailler dans un hangar sur une cause commune, c'est déjà un gros point positif, une grande satisfaction, pas simplement personnelle, mais la satisfaction d'un groupe, d'une promotion entière de 56 étudiants. Donc ça, c'est un gros point positif de pouvoir se retrouver et de clôturer donc notre formation sur un élan de solidarité commun à tous. Mais moi j'ai une image quand même qui me revient en tête, elle est un petit peu lointaine maintenant puisque c'est le premier jour de la création de l'asso, c'est le premier jour des votes. Donc on se retrouve à peu près mi-novembre de la
quatrième année, mi-novembre 2019. Et à ce moment-là, on était tous, bien évidemment, hors Covid. On était à 10 000 lieues d'imaginer que notre projet prendrait une telle dimension. Et on était tous ensemble dans cette grande pièce, à être motivés par ce projet-là, à être remplis d'énergie, remplis de cette envie d'avancer, d'aller de l'avant, de faire comme les anciens copains, comme les anciens camarades, et de faire quelque chose de différent à Madagascar. Et c'était beau de voir cet engouement commun où quand on arrive en 5e année à l'ISABTP, c'est pas loin d'être la seule année où on est tous regroupés ensemble, où il n'y a personne en mobilité, il n'y a personne en stage. À ce moment-là, on est vraiment tous ensemble, la promotion complète. Et moi, j'ai trouvé que c'était un très 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 beau moment de voir tout cet engouement-là autour de ce projet. Puis le temps est passé, et le deuxième point positif, donc on y est aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est d'être là. Voilà, donc un an et demi après, pas loin d'être un an et demi après, mais on retrouve cet engouement-là qu'on avait un petit peu vu s'effriter, un petit peu vu disparaître pendant toute cette période de Covid. Et le fait de la retrouver là, c'est vraiment très beau. Donc, comme on l'a déjà dit beaucoup de fois, cette année était très difficile pour nous. On s'est pris vraiment des coups durs tous les mois. Je ne veux pas dire toutes les semaines, mais on avait très régulièrement des mauvaises nouvelles sur des événements qui étaient annulés, sur des financements qui n'allaient pas arriver, sur des choses qu'on allait devoir faire en distanciel plutôt qu'en présentiel, notamment par exemple le forum ou le loto. Toutes ces choses-là, ça a été vraiment des coups durs à chaque fois d'apprendre ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu, je veux pas dire une baisse de motivation, mais comment est-ce que toi ou même le bureau Humanisa, vous avez réussi à garder tout ce petit monde là vraiment fédéré derrière la même cause? Ça n'a pas dû être évident, j'imagine. Enfin, j'imagine, je suis dans la promo, mais explique-nous. Un petit peu de l'autre côté, peut-être dans les coulisses pour l'ensemble de la promo. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé. Mais c'est un élément important que tu soulignes là parce que tu parles de baisse de motivation et il faut dire ce qui est. C'est très très dur de garder motivé une promotion de 56 personnes avec des profils différents, des statuts bien différents, des envies différentes, un investissement des fois qui peut aussi varier en fonction des événements. C'est très difficile, il faut s'adapter. Le distanciel n'a vraiment rien arrangé à ça. C'est que à aucun moment on a pu se retrouver, à part lors de la création de l'asso, à aucun moment on a pu se retrouver tous les 56 ensemble dans une salle de classe à discuter, à échanger, à projeter des présentations. Donc tout se faisait sur ordinateur. Les présentations communes, les présentations de projets, les présentations de budget, tout ça, vraiment toutes les clés du projet se présentaient sous ce format-là. Ça a été très très dur de garder du monde motivé parce que tout le monde est chez soi. Tout le monde voit que ça avance pas forcément très vite, que ça traîne en longueur, qu'on n'a pas forcément les choses qu'on veut au moment où on le veut. Et quand ça dure plusieurs mois comme ça, c'est très très dur. Et le rôle du président dans ce cas-là, et plus largement le rôle du bureau, nous on a vraiment tenu à avoir un noyau moteur, donc avec le bureau, avec les 6 membres du bureau. Ça a été de ne pas perdre la face à aucun moment, à aucun stade du projet, et de garder la tête haute et de garder donc le dynamisme qui nous a poussé à prendre les choses en main aussi au début de l'aventure. Et de pas perdre la face devant tout le monde, même dans des moments où c'était très compliqué, où on ne savait pas forcément ce qu'il fallait dire à tout le monde, ce qu'il ne fallait pas dire, comment présenter les choses. Voilà, on était nous aussi du coup dans l'incertitude la plus profonde, mais il fallait absolument pas le montrer pour pas perdre tout le monde. Donc ça nous a fait travailler sur notre capacité à relativiser et surtout, je pense, à prendre des initiatives et être vraiment autonome sur beaucoup de points. Et je pense, peut-être que tu le confirmeras ou que les autres le confirmeront, mais je pense que c'est ça qui nous a un petit peu sauvés cette année, c'est d'avoir toujours su rebondir et d'avoir su faire face à tous les problèmes qu'on avait eus en essayant du moins de proposer des solutions. Et il y a une phrase que je trouve très belle et que je trouve qui illustre bien cette année, que ce soit pour nous, l'association Humanisa 21, ou pour toutes les personnes qui ont vécu plein de choses aussi du côté personnel, qui a des fois impacté aussi sur la vie de la promo, sur la vie commune de l'asso. C'est cette phrase qui dit que plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Et je trouve que c'est une très belle phrase qui nous illustre bien, qui peut-être donnera envie à Humanisa 22 de s'y rattacher, mais voilà. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Et quand on regarde autour de nous aujourd'hui, on est au milieu de 5 modules en bois pour son domicile fixe, avec Aterbea, avec le comité d'Aglo, avec Habitat Sud-Atlantique. En parallèle, on a le projet à Madagascar qui s'est lancé là il y a quelques jours,
Donc voilà, je trouve que ça illustre bien cette année, il faut s'y rattacher. Et la promotion Humanisa 22, donc la promotion qui va arriver juste après nous, cette promotion-là va très certainement aussi devoir composer avec la contrainte Covid pour l'organisation de son projet. Est-ce que tu as un conseil à leur donner ou même, je veux dire, toutes les futures assos Humanisa, si tu avais un conseil, toi, en tant que président, si tu avais une chose à leur dire pour qu'elles puissent aller au bout de leur projet? Ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette nouveauté, sur cette nouvelle dimension en plein Covid. Déjà, moi je leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force, mais aussi beaucoup de chance. J'espère qu'ils auront la chance d'évoluer dans une situation un peu plus simple que nous. On a dû faire face à beaucoup d'obstacles. Et j'espère sincèrement pour eux que ça sera un peu moins compliqué. Ce que je leur souhaite surtout, c'est de garder cette envie, quoi qu'il en coûte. Et de garder cette énergie et ce dynamisme qui les a poussés déjà à créer Humanisa 22 et qui les a poussés du coup à entreprendre ce projet-là. Il faudra qu'ils se raccrochent à ça et à cette envie vraiment tout au long du projet, parce que c'est ça qui va faire avancer les choses et c'est ça qui va leur permettre de ne rien lâcher à aucun moment. Surtout ne rien lâcher, je pense que c'est le mot d'ordre et je pense que c'est ce qu'on a voulu faire transparaître à travers Humanisa 21 tous ensemble, toute la promo. Que ce soit le bureau, que ce soit dans les commissions, que ce soit pendant les intérims, pendant toutes les activités, tout ce qu'il y a partout où on s'est investi, on n'a rien lâché et je pense que c'est le mot d'ordre, c'est de ne pas se laisser abattre, de trouver des solutions, de s'adapter, de faire preuve de résilience aussi et vraiment de ne rien lâcher. J'espère que Humanisa 22 nous regarde. Merci à toi Nino d'avoir répondu à mes questions, c'est grave cool. T'es le tout dernier président que j'interviewe. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont suivi cette série de vidéos depuis le début. Ça nous a permis de prendre beaucoup de recul sur ce qu'est Humanisa et faire cette rétrospective d'année en année m'a motivé et puis m'a rendu fier aussi de faire partie de l'ISABTP puisque on le dit pas assez, mais cette aventure Humanisa n'est possible que grâce au cadre scolaire dans lequel on est. Les profs nous aident beaucoup, l'ISABTP nous aide beaucoup, donc je pense que c'est important de souligner ça. Merci beaucoup, ça m'a fait grave plaisir de parler avec toi ce soir. Et puis je nous souhaite un bon courage pour les 10 derniers jours de chantier qui nous restent, puisqu'on est quasiment au bout de ce chantier-là. Encore quelques jours et ce sera terminé, on part tous en stage de fin d'études. Donc voilà, content d'avoir fini cette série avec toi. Ouais, écoute, avec plaisir. Ciao Nino. Ciao. Salut. Ouais.